Alors, j'ai envie de me présenter comme historien, tout simplement. Bon, officiellement, je suis professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paris-Saclay, Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Alors, émérite, c'est un terme ronflant qui veut dire tout simplement retraité. C'est-à-dire que l'État m'a demandé de ne plus enseigner. Donc, enfin, comme j'aime enseigner, je trouve des biais, c'est-à-dire des conférences. Voilà, vous en savez assez. Sinon, je vais ajouter une chose. Je suis surtout connu pour avoir écrit des livres ou des articles dans le domaine de l'édition, du livre et de la lecture, mais ça ne représente que la moitié de mes recherches et de mes travaux, et l'autre moitié, celle pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est l'histoire politique et sociale. On en reparlera avec la biographie de Cornelius Hertz que je viens de publier. On est au cœur du scandale de Panama, donc rien à voir avec le monde du livre ou de l'édition, tout à voir avec l'histoire politique et sociale qui sont les chevaux de bataille de mes deux collègues et amis. Alors, moi, je m'appelle Jean Garrigue, je suis moi aussi spécialiste d'histoire politique et sociale, puisque j'ai quand même commencé en travaillant sur les rapports entre les milieux d'affaires et les milieux politiques. C'est ainsi que j'ai rencontré Jean-Yves Mollier quand j'étais un tout jeune assistant temporaire de recherche, que nous avons été évangéliser les populations guyanaises ensemble. Et donc, je suis ravi de retrouver à la fois Jean-Yves et Patrice, que j'ai connu lorsque j'étais maître de conférence à l'université de Nanterre, Paris 10, ça s'appelle maintenant Paris Ouest. Paris-Nanterre. Paris-Nanterre. Ah, ça a encore changé, ça a encore changé. Donc voilà, et j'ai continué sur cette veine, travaillé beaucoup sur ce lien entre les affaires et la politique, et y compris les affaires de la politique. Et parfois, des chaînes de télévision m'invitent pour essayer de rétablir un tout petit peu de calme dans cette hystérie qui nous environne. Voilà ce que je pourrais dire. Alors, vous avez tous noté que le parfois est quand même très relatif dans le cas de Jean Garrigue. Patrice Beauveau, donc je suis maître de conférence, comme était dit, à Nanterre, spécialiste en histoire bancaire et financière. Et donc c'est vraiment la meilleure moitié des travaux de Jean-Yves Mollier que je connais, parce que l'autre m'intéresse moins. C'est d'ailleurs celle qui a porté sur Panama. Donc on va maintenant démarrer. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que ce travail de lobbyisme, en fait, hein. C'est une question que l'on soulève à l'occasion de la parution de l'ouvrage de Jean-Yves Mollier. Et c'est une forme de travail paraparlementaire qui apparaît à la Belle Époque. Et pourquoi, enfin, ou à la Belle Époque, peut-être un peu avant, avec la République opportuniste, notamment parce qu'auparavant, on est dans des régimes où soit les assemblées ont un rôle beaucoup plus faible, soit tout simplement, ce sont des assemblées censitaires et la proximité du monde des affaires et du monde des assemblées est telle qu'il n'y a pas ce problème-là. Alors, ce lobbyisme, il implique évidemment de recruter un personnel spécifique. Des lobbyistes, c'est une profession qui se structure aux États-Unis à cette époque-là, et donc qui est strictement émergente en France. Des techniques, et notamment des techniques de réseau, d'influence qui permettent d'approcher des sénateurs, des ministres, des députés, en leur proposant des services, sonnants et trébuchants ou autres. Et puis enfin des savoir-faire, c'est-à-dire que le rôle du lobbyiste n'aurait pas de sens s'il n'est pas capable de mobiliser l'opinion ou des organes d'opinion, c'est-à-dire la presse, donc l'autre moitié des travaux de Jean-Yves Mollier. C'est peut-être là où j'ai envie de présenter le personnage. En deux mots, je ne vais pas résumer totalement sa biographie. Cornelius Hertz, il est né à Besançon en 1845, il mourra à Londres en 1898. Il n'est resté en France que 3 ou 4 ans, la famille a émigré aux États-Unis en 1849, et c'est donc à New York qu'il a été formé, dans les écoles primaires, secondaires et à l'université, à City University, donc une des grandes universités d'aujourd'hui, aux États-Unis. Mais pour la partie du collège. Ensuite, il est allé faire sa médecine à Heidelberg, à Vienne et à Paris. Et il l'a terminé à Chicago, dans une des meilleures universités actuelles, Northwestern University. Il est médecin incontestablement. Deuxième spécialité, lorsqu'il était à Heidelberg, en Allemagne, il a suivi les cours de Helmholtz, le grand savant électricien, entre guillemets, allemand. Et il a toujours considéré, donc très tôt, dès l'âge de 18 ou 19 ans, comme il le dit à la fin de sa vie, que l'électricité, c'est l'X du 19e siècle. Donc pour lui, la médecine n'a d'intérêt que pour autant qu'elle utilise l'électricité. Il va donc se spécialiser médecin en Californie, utilisant les techniques électriques. Il est vite mis en relation avec les premières entreprises d'électrification des villes et
des entreprises. Et c'est à partir de là qu'il va avoir une deuxième carrière. Il va revenir en France comme un mandataire d'Edison, le grand électricien, pour vendre des brevets et devenir un émissaire d'une grande entreprise pour transformer les villes avec l'électrification. Mais en Californie, il a également été très proche des hommes politiques, du parti républicain essentiellement, mais sans être très éloigné du parti démocrate. Il a appris effectivement en Californie cette nouvelle profession en quelque sorte qu'est le lobbying. Et il va importer en France des techniques, un savoir-faire, un entre-gens aussi. On est à la fois dans le domaine de la technique et dans le domaine des relations interhumaines. C'est pourquoi j'utilise le terme d'entre-gens. Il est recruté escalité, c'est ce qui est nouveau dans mon livre. On a longtemps cru que c'était le baron de Reynac qui était le financier, le grand Manitou de l'entreprise. Jean Bouvier, moi-même en 1991, je l'avais cru. Mais tous les documents nouveaux que je publie montrent que c'est lui qui est recruté pour son savoir-faire. Probablement plus pour son entre-gens que pour ses techniques, parce que du point de vue de Ferdinand et de Charles de Lesseps, c'est la capacité à approcher à la fois le président de la République, Jules Grévy, le Premier ministre, le président du Conseil, les présidents du Conseil de l'époque, il y en aura plusieurs, on les évoquera probablement, et puis les ministres, et au-delà d'eux, les députés et les sénateurs. C'est pourquoi, en 1885, lorsque cette compagnie, cette énorme entreprise, la compagnie interocéanique, la compagnie universelle du canal, la compagnie interocéanique du canal universel. Cette entreprise décide, parce qu'elle a des difficultés pour réunir l'argent des souscripteurs, de passer alors par quelque chose qui vous apparaîtra comme étrange, ce qu'on appelle les emprunts à l'eau. C'est-à-dire que certains emprunts étaient associés à une sorte de loterie nationale, c'est-à-dire que celui qui achetait des titres avait une deuxième chance de gagner de l'argent grâce au tirage au sort. Donc, comme cette technique est compliquée et qu'elle avait posé des problèmes dans les années 1830, elle est très encadrée. La loi de 1836 interdit à une entreprise de passer par l'emprunt à l'eau à moins de demander l'autorisation du Parlement, donc l'autorisation des deux chambres et du Conseil des ministres. L'engrenage se met en place, Hertz est recruté escalité, avec lui va intervenir le technicien, le baron de Reynac, et il a demandé 10 millions pour approcher la représentation. J'ai une absolue certitude, c'est qu'il a magnifiquement rempli son contrat. Alors évidemment, on est là, et toute notre discussion a porté là-dessus, si on se place du point de vue de la morale individuelle, et encore plus de l'éthique, on est évidemment au-delà de cette zone. On a franchi ce qu'on appellerait les lignes rouges aujourd'hui. Mais de son point de vue de businessman nord-américain, il n'a fait que le travail pour lequel il a été recruté, et ça va entraîner, évidemment, à la fois sa condamnation en France pour escroquerie, mais le refus du juge anglais londonien de l'extrader, parce que, dira-t-il dans son jugement, jamais la France ne m'a fourni la preuve de la culpabilité de monsieur le docteur Hertz. Les termes sont remarquables. Le juge anglais ne dit pas « il est innocent ». Il ne dit pas « c'est une brebis » et les méchants, ce sont les autres. Non, il ne dit pas ça. Il dit simplement « pour que je puisse signer l'ordonnance permettant l'extradition, vous devez me convaincre et donc même me persuader, me prouver, me démontrer qu'il est coupable. La France ne l'a pas fait. » Voilà pour le cadre général. Ça va lancer tout de suite le débat, parce que d'une certaine façon, vous voyez qu'apparaît immédiatement cette contradiction ou cette absence de recouvrement entre les critères éthiques, moraux, de jugement par lesquels le scandale se manifeste, et les critères judiciaires, en particulier pénaux, qui sont beaucoup plus restrictifs à définir, et qui montrent ou qui impliquent toute une des dimensions ambivalentes du scandale, et souvent les sentiments de déception qui se font jour dans l'opinion publique ou dans une certaine presse, lorsque les peines sont finalement prononcées ou même pas prononcées, une fois que ce qui a donné les faits qui ont donné lieu à l'émergence du scandale se dirige vers un épilogue judiciaire. Jean. Alors, le phénomène d'influence
d'acteurs économiques sur les acteurs politiques n'est pas un phénomène nouveau. Il existe déjà sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, il existait même sous la Révolution française ou sous l'Empire. Mais ces formes d'influence-là étaient des influences, je dirais, interpersonnelles en général, ou qui réunissaient des groupes d'hommes d'affaires ou de patrons impliqués dans tel ou tel secteur professionnel. Par exemple, le premier comité des forges s'est créé sous le Second Empire pour influencer la politique douanière de Napoléon III dans un sens protectionniste. Il s'agissait de protéger l'industrie métallurgique française de la concurrence britannique notamment. Dans les débuts de la Troisième République, on reste à ce type d'influence. Cette influence existe, et je dirais même que l'une des explications de la proximité de Cornelius Hertz avec le monde politique l'une des explications, c'est précisément le fait que, c'est ce que j'avais essayé de montrer notamment dans ma thèse, que la Troisième République s'est installée grâce au soutien et je dirais au ralliement d'un certain nombre, d'une grande partie même, des milieux industriels et des milieux d'affaires qui, jusqu'à présent, étaient plutôt favorables soit à Louis-Philippe, soit à Napoléon III, soit au Second Empire. Et que le rôle de ces hommes, et j'avais particulièrement porté mon attention sur un personnage qui s'appelait Léon Say, qui était un économiste, un financier, par ailleurs président de la Compagnie des mines de Casseville, vice-président de la Compagnie des chemins de fer du Nord, et qui a été pendant une dizaine d'années le principal ministre des Finances au tout début de la Troisième République. Quelqu'un d'assez peu connu, on le connaît beaucoup moins que Gambetta, Jules Ferry et les autres, ou Jules Grévy. Or, ce personnage a joué évidemment un rôle majeur, puisqu'il détenait dans ses mains toute la politique économique et la politique de redressement économique de la France après les désastres du Second Empire. Et ces personnages-là sont très nombreux, en fait, dans les couloirs et, je dirais même, dans les assemblées des débuts de la Troisième République, c'est-à-dire dans les années 1870-1880. Il y a, j'en avais dénombré une bonne centaine de députés et de sénateurs qui appartiennent, comme ça, à des conseils d'administration des plus grandes sociétés françaises. Et évidemment, cette présence, cette surreprésentation, même au début de la Troisième République, assez peu travaillée par les historiens, si ce n'est notamment par Jean Bouvier, qui a quand même été le précurseur dès les années 1950. Cette surreprésentation, forcément, elle rapproche, elle induit des rapprochements, elle induit aussi une influence sur la ligne politique, qui sera celle de la Troisième République. C'est une ligne qui laisse de côté les réformes sociales, qui est une politique plutôt conservatrice sur le plan social. Donc vous avez quand même cet écosystème pour accueillir une personnalité comme Cornelius Hertz, de deux mondes qui sont très imbriqués, en réalité, beaucoup plus qu'on ne l'imagine, et finalement peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, ça, ce serait à discuter. En tout cas, on a là deux mondes qui s'interpénètrent, mais des formes de lobbying qui sont, je dirais, très en amateur, qui sont des formes interpersonnelles, où on se rencontre dans des salons, dans des clubs, dans les antichambres des ministères, où un certain nombre, très, très faible, 3 ou 4 grands industriels de tel ou tel secteur, la métallurgie, le charbon, les chemins de fer, ont une influence exceptionnelle de par leur réseau de connaissances, etc. Mais avec Cornelius Hertz, c'est vrai qu'on va avoir quelque chose de nouveau. Après, je reviendrai sur la manière dont un certain nombre d'organisations patronales ont commencé à professionnaliser l'influence, notamment à partir des années 1890. Mais ça, j'en parlerai peut-être un peu après, simplement pour bien marquer l'écosystème dans lequel apparaît un personnage comme Cornelius Hertz. Et j'ajouterai un mot, la force de Cornelius Hertz va consister non pas à aller vers les milieux les plus fragiles du point de vue du lobbying, c'est-à-dire le centre-gauche, mais de se porter immédiatement, et ça pose un problème, vers l'extrême gauche, c'est-à-dire ceux qu'on appelle à l'époque les radicaux. Gambetta est mort,
Mais c'est Clémenceau qui apparaît comme la figure majeure et autour de lui, tout ce courant qu'on qualifie de radical. Il n'y a pas encore de parti politique, ce sont davantage des familles politiques plutôt que des partis au sens où nous l'entendons. Alors pourquoi s'est-il dirigé vers Georges Clémenceau et vers cette mouvance politique? Peut-être pas par tactique, il y a sans doute une part d'opportunité. Il devient en effet très vite le principal bailleur de fonds du journal de Clémenceau, La Justice. Et bailleur de fonds de ce journal, il prête de l'argent à tous ceux qui en ont besoin. Des hommes qu'on va retrouver ministres de la République. Je pense à Stéphane Pichon. Je republie des livres, des lettres, tout à fait étonnantes, des lettres complètement inédites. Hertz ne leur demande rien en échange. C'est ça la force d'ailleurs de ce type de lobbyisme. C'est pas du tout, on n'est pas dans des relations de mafieux. Il n'y a pas en échange le baiser de la mort et donc la demande d'un service immédiat, pas du tout. Hertz est un homme courtois, jovial, proche de tout le monde. Tout le monde aime bien ce personnage. Il a tout le temps de l'argent à distribuer. Mais évidemment, lorsque de grosses affaires qui l'intéressent vont être en discussion, c'est à ce moment-là qu'il va demander les contreparties. Il est, dès 1878, il est à l'exposition universelle. 1881, il est un des organisateurs de la première grande exposition d'électricité et de la deuxième à Munich l'année suivante. Et c'est un spécialiste également du téléphone. Il a même fait breveter un certain nombre d'inventions, pas du tout sottes. C'est pourquoi en Angleterre, encore aujourd'hui, il passe pour un grand savant. Et c'est dans le domaine de la téléphonie, avant même l'électrification des villes, qu'il va demander au pouvoir politique de l'aider à obtenir, à devenir l'ingénieur conseil d'une entreprise qui aurait le monopole de la téléphonie en France. C'est précisément dans ces années charnières 1885-1886 qu'il va voir se dresser sur sa route un obstacle imprévu et que personne ne pouvait prévoir, la montée en flèche de l'antisémitisme. Décembre 1885, c'est l'année de publication, le mois très précis de publication de La France juive, d'Édouard Drummond. Dans la plupart des livres, vous verrez 1886, il porte le millésime de 86, il a été mis en vente quelques jours avant, en décembre. Un livre qui s'arrache, qui se vend à 80 000 exemplaires la première année. Un livre qui fait prendre conscience à une partie de la France qu'elle serait tout d'un coup, non pas victime des immigrés qui voudraient faire le grand remplacement, mais des juifs qui voudraient, d'une certaine manière, faire quand même le grand remplacement en se mettant à la place des autres. On est dans une époque compliquée, au sens où la France, en 1870, a perdu la guerre contre la Prusse devenue l'Allemagne. Et la plupart des juifs français de l'époque sont ashkénazes et non pas séfarades, à la différence d'aujourd'hui. Et donc leurs noms ont des consonances très souvent allemandes. Par exemple, Dreyfus, au moment de l'affaire, on ne l'appelle pas Dreyfus, on l'appelle Dreyfus. On germanise le nom. De la même manière, le baron de Reynac, Reynac, ça fait un peu Périgord, à la prononciation à la française, Armagnac, Reynac. Non, on le prononce Reinhard, ou même von Reinhard, ce qui est d'ailleurs le titre exact que porte sa famille. Donc, cet élément qui n'est pas du ressort ni de l'histoire économique et sociale, mais de l'histoire politique, vient s'insérer et faire en sorte que, devant ces campagnes très importantes, Hertz va devoir se retirer en quelque sorte, il va renoncer à devenir l'ingénieur conseil de cette entreprise, et d'ailleurs, il va avoir une carrière davantage européenne à partir de 1886 qu'une carrière française. Mais en même temps, il a, je le répète, terminé en quelque sorte le travail pour lequel il avait été rémunéré, même si la Compagnie universelle du canal interocéanique de Panama a finalement retiré sa demande d'emprunt à l'eau en juillet 1886, entre juillet 85 et juillet 86, Hertz était intervenu. En plus, il y avait eu des élections législatives et l'argent de la compagnie avait servi à permettre au pouvoir politique, très menacé au premier tour, à l'époque il y a deux semaines entre le premier et le deuxième tour aux élections législatives, la droite, battue en 1881 à plate couture, revient en force au premier tour des élections de 1885. La gauche a donc peur de perdre le second tour et du coup,
les radicaux qui étaient très minoritaires se retrouvent en position de force dans des listes d'union au deuxième tour. La gauche l'emporte, mais l'heure des radicaux a sonné, ils peuvent entrer au gouvernement, et on va trouver au gouvernement des hommes qui véritablement sont dans la mouvance de Cornelius Hertz, et dont, pour certains, dont l'un au moins est très connu, puisque Jean Garrigue lui a consacré une biographie il y a un certain nombre d'années, le général Boulanger. Lui, les lettres que je publie montrent véritablement son degré de corruption. L'homme est fondamentalement corrompu. Il profite de ses positions d'abord au ministère de la Guerre, puis comme ministre de la Guerre, pour s'enrichir personnellement. Est-ce que c'était pour préparer ses campagnes ultérieures? Je n'en suis pas intimement persuadé. Alors, il faut rappeler que l'affrontement politique à l'époque est tellement violent qu'à la suite de chaque élection parlementaire, l'Assemblée, enfin la Chambre des députés siège pour décider qui a le droit de siéger ou pas. Hein, on est dans un système où la violence de l'affrontement politique est sans commune mesure avec ce qu'on connaît, et dans un contexte où rien n'est prévu sur le financement de la vie politique, évidemment. Donc la combinaison des deux rend le contexte très compliqué. Et s'y ajoute une troisième chose, qui est l'émergence. On peut dater de 1876 avec le Petit Parisien, de la grande presse. Et là, on va avoir apparaître ces trois éléments qui sont présents pour la première fois simultanément en France, c'est-à-dire un métier de lobbyiste, et on le voit bien avec le cas de Cornelius Hertz, un peu forcé, qui va rentrer dans une sorte de, pas de clandestinité, mais dont le travail devra être forcément en partie occulte parce qu'en tant que juif, il ne peut pas porter une parole publique. Une grande presse à laquelle, qui a besoin en fait de canards pour vendre, d'accord, l'outil de vente de la presse, c'est le canard, et un troisième élément qui est cette énorme violence politique affligée en même temps d'un déficit permanent de moyens. Est-ce que c'est ça le ressort du scandale, Jean? Alors, je voudrais dire... Pardon, voilà, sur ce qui a été dit par Jean-Yves, parce que précisément à propos du général Boulanger, il y a une analogie qui me vient, c'est que donc le général Boulanger est ce personnage qui gravitait un peu dans l'orbite politique depuis une dizaine d'années, qui n'était pas un général exceptionnel, mais qui avait su concilier les faveurs d'un certain nombre de leaders politiques, dont Georges Clemenceau notamment, et qui est nommé ministre de la Guerre en janvier 1886 et qui devient très très vite une star, une idole pour tous les Français, parce qu'il portait bien l'uniforme, qu'il avait un beau cheval noir qui s'appelait Tunis, qui caracolait au moment des fêtes du 14 juillet, et surtout parce qu'il se présente comme le général Revanche. Lui, son ennemi, ce ne sont pas les islamistes, ce sont les Allemands. Voilà. Donc, les Juifs, l'antisémitisme est encore dans le mouvement boulangiste aux périphéries. Certains, notamment Drummond, ont essayé de noyauter un tout petit peu le mouvement, mais Boulanger y était un petit peu étranger, d'autant plus que l'un de ses principaux conseillers, Alfred Naquet, était juif et qu'il était à côté de cette problématique. Mais là où je voulais en venir, c'est que l'un des principaux conseillers, et même l'organisateur des campagnes électorales de Boulanger, parce que Boulanger n'est pas repris dans le gouvernement de 1887, le gouvernement de René Goblet, si je me souviens bien, et il en conçoit une certaine amertume et se lance dans une campagne personnelle, une campagne électorale, où il se présente dans différentes élections partielles, où il est d'ailleurs en général brillamment élu. Il fait un début météorique comme d'autres aujourd'hui, même si ce ne sont que dans les sondages. Et donc il fait une campagne très, très, très fructueuse en s'appuyant sur l'idée de la revanche sur l'Allemagne. On l'appelle le général Revanche. Mais je ne vais pas trop développer, on pourra, mais ce n'est pas le sujet. Non, ce que je veux dire, c'est que celui qui organise ces campagnes, précisément, qui s'appelle Arthur Dillon, ou Dillon, pour le prononcer à l'américaine, est quelqu'un qui, précisément, vient de faire plus qu'un long séjour aux États-Unis, qui a travaillé aux États-Unis, dans les industries américaines, et qui a observé de très près les campagnes américaines et le lobbyisme américain. Et c'est quand même intéressant de voir ce Arthur Dillon
on est dans les années Cornelius Hertz, qui, à sa place, c'est un profil un peu différent. Il est beaucoup moins introduit que Cornelius Hertz, et surtout, il fréquente beaucoup plus les milieux de la droite monarchiste que Cornelius Hertz, qui lui est plutôt du côté radical. Mais ce Arthur Dillon va jouer un très grand rôle, non seulement dans l'organisation, l'américanisation des campagnes du général Boulanger, et là je renvoie au livre de Jean-Yves Molly, où on se fait des renvois d'un censeur comme ça, mais il a fait un très bon livre sur les camelots, notamment les camelots boulangistes qui, dans les rues, distribuaient les prospectus, les chansons innombrables à la gloire du général Boulanger, des centaines et des centaines. Bref, ce Arthur Dillon, il joue quelque part un rôle de lobbying aussi. Il est celui qui fait l'interface entre Boulanger et ceux qui le soutiennent financièrement de manière plus ou moins secrète. C'était un peu un secret de polichinelle, c'est-à-dire les monarchistes. C'est tout le paradoxe du boulangisme qui est plébiscité par une partie des couches populaires de l'électorat parisien. Notamment, il est élu le 27 janvier 1889 triomphalement, et ses meilleurs scores, il les réalise dans les arrondissements d'extrême gauche de l'Est parisien. Il est en plébiscité par ces gens parce qu'il est celui qui pourfend les élites, celui qui parle au nom du peuple contre les élites, mais en même temps, il est financé secrètement par les monarchistes qui veulent s'en servir comme un bélier pour abattre la République. Et celui qui fait l'interface, celui qui va justement faire du lobbying en faveur de Boulanger, ben c'est précisément ce Arthur Dillon qui est un peu rompu à toutes ces techniques américaines. Alors, ce n'est pas un lobbying aussi, je dirais, systémique que celui de Cornelius Hertz, mais je pense qu'il y a un peu de ça dans les stratégies et dans le parcours. C'est pas un hasard s'il vient lui aussi de cette expérience américaine, il a vu comment ça se passait aux États-Unis, et je trouve ça assez intéressant parce qu'on est, je le répète, on est dans une synchronie tout à fait frappante. Avant que n'intervienne, je le répète, mais là aussi, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard, parce que là, c'est des choses que j'ai étudiées aussi sur un autre bouquin qui s'appelait « Les patrons et la politique », avant que n'interviennent, de la part des organisations patronales, de nouvelles formes encore plus systémiques de lobbying ou d'influence. Mais ça va venir plutôt dans les années 90. Peut-être qu'on peut introduire ici la Compagnie universelle, du canal interocéanique de Panama, c'est son nom officiel. On va l'appeler plus rapidement la Compagnie du Panama. Elle est donc dirigée par Ferdinand de Lesseps. Ferdinand de Lesseps, il a été baptisé par Léon Gambetta comme le grand français. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi le percement de l'isthme de Suez. En réalité, ça n'a pas été aussi simple, je passe quand même sur les difficultés, puisque le canal a bien été inauguré en 1869. Mais un an avant, pour pouvoir terminer les travaux, il avait dû obtenir un emprunt à l'eau. Le Parlement français l'avait donc autorisé à émettre effectivement des obligations auxquelles était ajoutée une loterie. Ça a marché. L'entreprise a pu fonctionner et elle a commencé à gagner de l'argent et même beaucoup d'argent. Mais vous voyez bien que dès la première entreprise réussie, il a dû faire appel aux parlementaires. Ça n'a jamais été très bien éclairé par les historiens du canal de Suez, dans quelle mesure en 68 il aurait pu peut-être approcher telle et telle personnalité. Alors je n'en parle pas, ça mériterait une enquête en soi. 10 ans plus tard, lorsqu'il décide de se lancer à l'assaut de l'isthme de Panama, donc relier les deux océans Pacifique et Atlantique, d'abord il est devenu un homme très âgé, ça n'est pas sans doute très prudent, mais il considère que la technologie existe, ça c'est vrai, et qu'au fond, les techniques financières existent également. Sauf que, en 1879, il s'y prend très mal. D'abord, au Congrès de Paris, la plupart des spécialistes lui ont dit non, c'est pas avec 600 millions que vous parviendrez à achever les travaux, il vous faut lever au moins 1,2 milliard. C'est une somme trop astronomique pour la demander en un coup aux bourses françaises ou européennes. Donc il va volontairement sous-estimer, diviser par 2, le coût total des travaux. C'est donc sur une estimation tronquée, fausse, dangereuse, d'un coût total de 600 millions qu'il va lancer sa campagne. Et il commet une deuxième erreur. Du haut de sa morgue, je dirais, de diplomate, c'est un enfant du Quai d'Orsay,
Il est totalement ignorant à la fois du monde des affaires et du monde de l'économie, même s'il y a touché pour créer son entreprise. Mais en Égypte, il a été aidé par la banque franco-égyptienne, et donc il avait avec lui les techniciens financiers qui lui ont évité les erreurs. Deuxième, donc, grave erreur, il décide de ne pas demander le soutien de la presse ni le soutien des banques, ce qui, par parenthèse, semble indiquer que s'il ne le demande pas, c'est qu'il sait bien que pour obtenir le soutien des banques et le soutien de la presse, il faudra leur donner des commissions ou beaucoup d'argent. Des commissions, il est normal que les milieux bancaires prélèvent un intérêt sur l'émission des actions et des obligations. Ça, c'est parfaitement légal et encadré. Mais au lieu d'être à 2 ou 3%, elle pourrait monter à 5, 8, parfois 10%. Et là, évidemment, c'est ce que Jean Bouvier a appelé d'ailleurs le premier scandale de Panama. Mais il ne faut pas se tromper, il n'y a pas eu 2 scandales de Panama, il n'y en a eu qu'un. Simplement, on peut isoler certains aspects. Donc, l'erreur, il la paye cash, eh bien, l'émission échoue. 1 an plus tard, en 1880, il va donc demander le soutien bancaire et le soutien de la presse, et cette fois-ci, il va donc effectivement accorder un bénéfice très important au réseau bancaire, et également, il va distribuer beaucoup d'argent à la presse pour qu'elle présente en permanence un bilan favorable et positif de l'entreprise de construction du canal. Et alors même que cette entreprise va rencontrer les pires difficultés, la malaria qu'on ne sait pas comment combattre, des promotions entières d'ingénieurs vont mourir dans les semaines ou les mois de leur débarquement dans l'isthme de Colón. Donc, alors même que les travaux n'avancent pas, il va être obligé d'ajouter au capital action des obligations. Il y aura 5 ou 6 émissions successives d'obligations. Donc, aux millions, aux dizaines, aux centaines de millions s'ajoutent des centaines de millions. Comme ça ne suffit pas, il faudra demander le premier emprunt à l'eau en 1885 et puis un deuxième en 1888. Mais au final, la compagnie sera liquidée en février 1889. Entre 400 000 et 800 000 petits porteurs lésés, j'ai évalué à 500 000, mais on n'a pas de chiffre précis. C'est énorme, hein, dans une France de 40 millions, c'est les chiffres qu'on donnait à l'époque. Il y a quelqu'un en Suisse qui travaille là-dessus de manière très précise, donc on saura peut-être un peu plus tard. Sur 40 millions de Français de l'époque, 500 000 petits porteurs lésés, c'est considérable. Et donc, évidemment, 3 ans plus tard, le scandale de Panama, quand une autre presse, mais donc on peut dire la presse, révèle, et c'est le titre même des articles, les dessous du Panama. Et évidemment, ces dessous sont nauséabonds. Alors, pour une meilleure compréhension, peut-être rajouter 2-3 points, et tu nous confirmeras ça, et Jean pourra dire si ça arrive ailleurs. Ce problème des emprunts à l'eau, de manière générale, les emprunts à l'eau sont interdits en France depuis la Révolution française, donc tout emprunt à l'eau, public ou privé, a besoin d'une autorisation légale. Et pour retrouver une loterie nationale, il faudra attendre en fait la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que à nouveau, le principe de la loterie va rentrer dans la vie quotidienne des Français. Donc ce sont toujours des opérations qui sont exceptionnelles, donc avec une capacité de séduction très importante, et donc des enjeux aussi importants que l'a dit Jean-Yves. Le deuxième élément technique, c'est que la compagnie universelle du canal de Panama crée son propre organe de presse dédié exclusivement aux fake news. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on faisait des rapports, là pas annuels, mais c'était mensuel, si je me rappelle bien, qui n'auraient pas été vérifiés par une autorité financière et où ils pouvaient raconter n'importe quoi sur le bon déroulement du chantier. Et par exemple, que la malaria n'était pas une maladie de la région. Et puis le troisième point, en termes géopolitiques, pour vous situer, à l'époque, le Panama, ça n'existe pas. C'est une partie de la Colombie. Et il faudra attendre en fait une manipulation américano-française pour voir apparaître un pays complètement artificiel, créé autour du chantier du canal de Panama, puisque le canal n'est inauguré qu'en 1914, pour voir apparaître un pays artificiel créé par les États-Unis autour de ce chantier, pour bien visualiser, pour réaliser aussi que le scandale de Panama ne s'arrête pas en 1893. Voilà. On peut y ajouter 2 mots. On saute de 10 années. En effet, on passe de 1894 à 1903-1904.
une nouvelle compagnie du canal a été créée pour punir, quand même pour punir ceux qui s'étaient enrichis indûment, c'est-à-dire les milieux bancaires, une partie de la presse et une partie de ceux qui, au vu et au su de tout le monde, ont été considérés comme s'étant trop engraissés. On les a obligés à mettre au pot de cette nouvelle entreprise qui, pendant 10 ans, ne gagne pas d'argent, mais de manière souterraine, et on est en plein dans l'activité de lobbying, un homme travaille avec les entreprises américaines pour qu'elles puissent reprendre le chantier du canal. Et cet homme, qui mériterait une véritable biographie, il a eu des travaux, il a écrit lui-même sa propre autobiographie, on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Il faut simplement ajouter que c'est lui qui, effectivement, va permettre, alors techniquement c'est intéressant, les fonds vont partir, les fonds du coup d'État, les fonds du golpe qui se produit en 1903 dans ce pays qui s'appelle les États-Unis de Colombie, qui possède un des États qui est l'État du Panama. Pour réussir ce coup d'État, l'argent transite par le Crédit Lyonnais, l'agence parisienne vers l'agence de New York pour payer à Panama les insurgés. Une canonnière américaine s'installe dans le port de Colonne pour bien dire que si finalement on n'accepte pas ce changement de gouvernement, eh bien les Américains interviendront. Et cet homme, il est aussitôt, ce Français, il est aussitôt nommé ambassadeur du nouvel État de Panama à Washington, et c'est lui qui accorde aux Américains les concessions pour terminer le canal. Alors évidemment, c'est un des hommes, je dirais, clés de ces opérations. C'est à la fois le frère d'un grand entrepreneur de travaux publics, et c'est pour ça que c'est lui que l'on trouve et pas quelqu'un d'autre. C'est en même temps un patron de presse et en même temps, je dirais, une illustration de ce lobbying souterrain et de sa capacité d'action. Car quand même, ce canal, il existe toujours. Et il a été créé dans ces conditions. Et l'État du Panama, Panama Papers, ça n'est pas si vieux, la presse en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on est dans un succès d'année. Mais Panama Papers, eh bien, c'est au fond l'enfant de tout ce contexte. Alors, ça nous a emmenés un peu plus loin. J'ajouterai juste un détail, mais il est savoureux. Le premier drapeau du Panama avait été dessiné dans la chambre d'hôtel par la femme de ce Français. Et puis finalement, le nouveau chef d'État a trouvé que quand même c'était un peu exagéré. Au dernier moment, il a changé le drapeau et c'est apparemment un artiste local qui a quand même dessiné le drapeau du Panama. On est d'une certaine manière à l'opérette, sauf que non, on est dans la réalité. Ouais. Ça joue un rôle fondateur, ce scandale de Panama. Alors, petite anecdote sur Maurice Buneau-Varilla, puisque c'est lui dont on parle. Il lui disait mon journal, c'est comme un revolver braqué sur la tempe de mes adversaires. C'est-à-dire qu'il utilisait l'un de des grands journaux, c'était l'un de ces journaux qui tirait à l'époque à 800 000 exemplaires, voire 1 million. C'était un peu la puissance de feu de TF1 dans ces grandes années. Hein. C'était l'équivalent de ça. Et ce Maurice Buneau-Varilla était redouté par l'ensemble de la classe politique. On disait qu'il avait des dossiers qui étaient explosifs, et c'est bien possible qu'il les ait gardés. Parce qu'il faut bien voir, d'abord que dans l'affaire du scandale de Panama, il y a aussi, je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué, mais c'était sous-tendu, parce que tu as parlé de Clémenceau, il y a aussi toute la corruption de la presse. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que l'ensemble des journaux parisiens, des rédacteurs financiers, des directeurs de journaux ont reçu de l'argent de la part de la compagnie universelle du canal de Panama pour faire des articles favorables et montrer qu'effectivement, oui, c'est ça, il y a un peu de malaria, c'est un peu difficile parce qu'il y a la cordillère des Andes à traverser, mais tout ça, ça se passe très bien et ce sont des bons investissements. Donc, il y a tout un scandale de presse. Et d'ailleurs, en fait, ce qui va impliquer Georges Clémenceau dans le scandale, au-delà des liens que tu as montré très étroit quand même avec Cornelius Hertz, c'est le fait que son journal, La Justice, n'oublions pas qu'à l'époque, Georges Clémenceau, c'est le leader de ce qu'on appelle l'extrême gauche, c'est le leader radical, même si les socialistes commencent à arriver sur le champ
parlementaire, c'est quand même une grande figure de la gauche. Et ce financement du journal La Justice, évidemment, va compromettre Clémenceau et va donner du grain à moudre, on n'en a pas parlé encore, à ceux qui ont exploité politiquement le scandale de Panama. Mais ça, Jean-Yves connaît ça bien mieux que moi, même si j'en ai parlé dans mes scandales de la République, mais de Panama à Benalla. Mais ces hommes de l'extrême droite, d'abord c'est un de ces députés de la droite nationaliste qui s'appelait Jules Delahaye, qui est venu à la tribune de la Chambre au lendemain du suicide ou pas, du baron de Reinach. Suicide, sans doute, du baron de Reinach, et qui dit, ben voilà, moi j'ai les noms de tous ceux cette camarilla politique, cette camarilla qui porte l'opprobre sur l'ensemble de la vie politique. J'ai les noms, je vais vous les donner. Finalement, il les a pas donnés, on les a connus après, bon, on en reparlera peut-être, mais les fameux chécards de Panama. Mais en tout cas, cette affaire est très vite exploitée. D'ailleurs, elle est sortie dans le journal de la droite antisémite, celui de Drummond, La Libre Parole. C'est une série d'articles à partir de septembre 1892, si je ne dis pas de bêtises, sur les dessous de Panama, qui, peu à peu, d'après des confessions notamment de Cornelius Hertz, dévoile, feuilletonne, un peu comme on dit, ce qui s'est passé au moment de la corruption. Et l'extrême droite, ou la droite nationaliste de l'époque, ancêtre de notre extrême droite, exploite évidemment ce filon pour porter l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. En cela, d'ailleurs, ils n'étaient pas très très loin de la vérité, j'ai l'impression. Mais on y reviendra parce que c'est toute la question du jugement moral et de la perception à l'époque de ce qu'était la corruption ou pas la corruption. Mais on en reparlera. Et j'y viens, Paul Déroulède, qui est l'une des figures de cette droite nationaliste, lui qu'on appelait le poète de la revanche, qui avait écrit au lendemain de la guerre de 70, Les Chants du soldat, c'est un long poème dans lequel il exalte les combattants de 70, donc c'est le poète de la revanche. Héritier, il se présente comme l'héritier de Gambetta, notamment, qui était le parrain de la Ligue des Patriotes. Bref, au passage, Paul Déroulède a été l'un des lieutenants du général Boulanger. Bref, Paul Déroulède donc va accuser Georges Clémenceau. Se passe quoi, le 20 décembre 1892, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Il accuse Georges Clémenceau d'être, alors non seulement corrompu par la compagnie de Panama, mais d'être un agent des Britanniques par l'intermédiaire de Cornelius Hertz, d'être un traître des Britanniques ou des Allemands, on ne sait pas très bien. Et l'affaire devient politique. Et l'affaire va coûter très très cher, notamment à Georges Clémenceau, puisqu'il y aura toute une campagne contre lui en 1893. À la fin de l'année 1893 sont organisées des élections qu'on appelait générales, des élections législatives, et toute une partie du personnel des républicains modérés et des républicains radicaux, et Georges Clémenceau notamment, vont exploser en vol à cause de cette affaire de Panama. Ce qui va occasionner d'ailleurs un renouvellement de la classe parlementaire en 1893 de manière assez spectaculaire, permettre l'arrivée d'un certain nombre de députés socialistes, très peu d'ailleurs de la droite nationaliste qui ne tire pas les dividendes politiques, en tout cas électoraux du scandale. Ils en tirent des dividendes politiques, mais pas électoraux, et qui va donc coûter sa réélection à Georges Clémenceau et qui va l'écarter durablement de la vie politique, enfin pour carrément une décennie. Donc on voit que ce scandale-là, si vous voulez, il exerce une influence terrible sur la continuité de la Troisième République. Finalement, assez peu sur le terrain judiciaire, on va en parler certainement, les conséquences du scandale, etc. Sur le terrain politique, évidemment, une disqualification d'une grande partie du personnel politique, du grain à moudre pour cette droite nationaliste et aussi d'ailleurs pour les socialistes quand même, qui sont quand même indignés par les pratiques qui ont eu lieu au moment de Panama, et une redistribution de la vie politique à cette époque, à la fin du XIXe siècle. Pour bien comprendre d'ailleurs le climat dans lequel se déroule l'éviction, l'expulsion du Parlement de Georges Clémenceau, c'est dommage, j'aurais dû l'apporter, le dessin qui paraît dans le supplément illustré du Petit Journal en 1893, juste au moment
de ces élections. À l'époque, il est député du Var, et pour le faire chuter de son siège, un dessin pleine page qui s'intitule « Le pas du commandité », on le voit en danseur étoile, en quelque sorte, avec un tutu. Donc il est en train de danser le pas du commandité, il jongle avec des sacs d'or, et à la place du souffleur, on voit une caricature de juif, c'est donc forcément Cornelius Hertz, qui est en train de lui souffler, au fond, son attitude. On voit bien, quand on décrypte cette image, on a tout. On a à la fois l'antisémitisme, la dénonciation de la corruption, le refus du lobbyisme, enfin, tous ces éléments sont mêlés et ils portent sur l'opinion, puisque Clémenceau est balayé. Et n'oublions jamais qu'il ne reviendra pas à la Chambre des députés. Il lui faudra manger son chapeau et même toute sa garde-robe et tous ses chapeaux, puisqu'il deviendra sénateur en 1902, lui qui ne voulait pas d'un Sénat dans la République. Quelque chose qui est fascinant dans cette période, c'est ce côté carrefour du scandale de Panama que vous avez illustré de tous les deux. C'est-à-dire, il arrive juste après deux scandales bancaires qui ont quand même laissé des traces. La chute de l'Union Générale, considérée comme une banque catholique, que l'on ne veut pas, puis l'affaire du Corner des Cuivres en 89. Et on accuse les Juifs d'avoir fait tomber, d'avoir fait chuter. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que je précise. Ouais. Les histoires avec l'Italie, on est dans une phase de tension très vive avec l'Italie et Cornelius Hertz va jouer un rôle de go-between. Tous les fantasmes autour de l'espionnage allemand, Boulanger fait sa fortune politique sur une affaire justement d'espionnage avec l'affaire Schneebele, avec l'Allemagne, et la multiplication des enjeux financiers et économiques. Est-ce que là, Panama n'a pas servi en quelque sorte de lieu de synthèse de tout ça? Alors, moi, j'ai en tête un exemple qui peut paraître très caricatural, qui est, chaque année à Nice, il y a un festival, vous savez, avec des défilés, et c'est un festival qui prend vraiment de... Carnaval. Oui, un carnaval qui prend vraiment de l'ampleur dans ces années-là, puisque Nice est devenu finalement le grand moment des vacances de l'élite en hiver. Et il y a des animations autour de Panama, avec des chapeaux, etc., et des chansons qui sont chantées. Donc, même dans des manifestations de type populaire, de culture orale, etc., et festive, on retrouve la trace de Panama. Alors, est-ce que c'est pas le moment de cette synthèse un peu compliquée entre tout un tas de mouvements? Probablement. Ce qu'il faut peut-être rappeler aussi, c'est qu'on est dans une période d'expansion industrielle et financière. À la toute fin du Second Empire, la loi du 24 juillet 1867 a libéralisé la création de sociétés anonymes en France. C'est la grande loi qui est toujours utilisée aujourd'hui. Désormais, il n'y a plus besoin d'autorisation du Conseil d'État, même si les sommes sont considérables. C'est donc une opération qui intéresse des acteurs privés. N'importe quelle entreprise peut adopter la forme de la société anonyme. Alors, ça n'a pas démarré dans les semaines ou dans les mois qui ont suivi, mais on voit bien le nombre, quand on regarde l'enregistrement des sociétés anonymes, elles vont croissantes. Pourtant, c'est une période difficile d'un point de vue économique. On n'est pas dans un cycle A, comme on disait autrefois, mais dans un cycle B, c'est-à-dire on est plutôt dans une période de dépression de l'économie. Mais peu importe, il y a plein de choses nouvelles qui apparaissent. L'électricité, on commence à s'intéresser davantage au pétrole. Bientôt, on verra apparaître l'automobile, puis l'aviation. Donc de très grosses entreprises. Et je m'arrête un instant sur l'électricité. On voit apparaître dans le monde entier d'énormes entreprises d'électricité. C'est le début de AEG en Allemagne qui deviendra AEG Telefunken. C'est le début de l'électrification des grandes villes. San Francisco en Californie, New York, évidemment les grandes villes françaises, belges, italiennes. Hertz, là, est vraiment dans son élément. Cette dernière partie de sa vie, c'est celle que j'ai le moins éclairée parce que, faute de documents, il faudrait pouvoir le suivre partout. En Belgique, c'est assez facile. En Allemagne, c'est un peu plus compliqué. En Italie également. Il est partout. Il parle souvent de voyage en Russie. Je n'ai pas trouvé pour l'instant de traces. Vous savez comme moi qu'en ce moment, c'est pas très facile de travailler avec les archives russes. Mais tout ça, on le trouvera dans les années à venir. Donc, on est vraiment dans une période où le lobbying peut éclore parce que les conditions, je dirais, matérielles
et industrielle et financière sont réunies. Avant, c'était trop tôt, il y avait quelques cas isolés. C'est vraiment la période cruciale. Sinon, on n'aurait pas eu ce type de personnage. Et j'insiste sur le fait que son expérience américaine, sa capacité technique et intellectuelle, ça on l'a trop oublié en France où on en a fait un vulgaire escroc, c'est un authentique savant électricien. C'est ainsi qu'est entretenue sa mémoire en Angleterre. Jamais l'Angleterre ne l'a chassé de la Geographical Royal Society, ni de l'Historical Royal Society. Son fils a fait Eton, puis Cambridge. Au moment où Hertz meurt, son fils est à Cambridge. La famille n'est pas du tout flétrie, elle n'est pas montrée du doigt. C'est un savant, un peu bizarre par certaines conceptions, mais c'est un savant. Aux États-Unis, c'est un businessman. Il est aussi dur que Rockefeller ou Carnegie. Il n'y a qu'en France où il est un escroc. Et c'est aussi pour ça que dans mon livre, j'ai essayé de montrer le choc entre ces trois mémoires. Et je ne tranche pas, je ne dis pas quelle est la bonne mémoire. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne mémoire. Nous, historiens, nous constatons qu'il y a trois mémoires du personnage. Donc, voilà des éléments chevillés ou plutôt enserrés les uns avec les autres qui expliquent l'importance de ce qu'on a appelé le scandale de Panama. Je voudrais rajouter deux éléments. Le premier, c'est qu'il ne faut pas oublier que 5 ans avant que n'éclate le scandale de Panama, il y a un autre scandale d'ampleur qui a quand même totalement éclaboussé la vie publique, la vie politique dans les débuts de la Troisième République, c'est ce qu'on appelait l'affaire Wilson. Vous avez quand même un grand chef d'entreprise, par ailleurs député et gendre du président de la République, qui était Daniel Wilson, d'origine écossaise, une grande famille d'industriels écossais, qui est pris la main dans le sac d'une grande affaire de trafic de décorations et notamment de Légion d'honneur. Ça se chiffrait par centaines et des centaines de légions d'honneur qu'il avait monnayées, très souvent d'ailleurs en échange de participation à ces entreprises d'imprimerie ou de presse, plus qu'en argent, en monnaie sonnante et trébuchante. Il avait même organisé une sorte de petite équipe à l'Élysée, tout près du président Jules Grévy, dont on peut penser qu'il n'était pas totalement ignorant des activités de Daniel Wilson, d'autant plus que les archives montrent que dans certaines affaires, notamment là encore de délit d'initié, Jules Grévy aurait peut-être personnellement bénéficié d'informations de son gendre. Enfin, bref, toute une histoire. Jean, je te coupe juste un instant pour donner un chiffre. J'ai publié, ça n'a pas fait plaisir à la famille Grévy, y compris à un de nos collègues qui m'en veut depuis. Grévy est mort en 1891 avec 7 millions de francs or de fortune qu'il n'avait pas en entrant à l'Élysée. 35 millions d'euros d'aujourd'hui. Voilà. Donc, Jules Grévy a quand même payé le prix politique de cette affaire qui a éclaté en octobre 1887, puisque le 2 décembre 1887, si ma mémoire est bonne, il a été amené à démissionner. C'était quand même le président de la République, même si le président de la République sous la Troisième n'est pas celui qui a le principal pouvoir, c'est le président du Conseil, voire même le président de la Chambre des députés. C'était quand même une personnalité importante et emblématique d'ailleurs de l'histoire de la République depuis 1848. Donc il y a déjà eu ce scandale qui a quand même fait beaucoup pour ternir l'image des républicains de gouvernement, et c'était d'ailleurs l'un des arguments du général Boulanger, qui par ailleurs était lui aussi compromis plus ou moins dans l'affaire. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Les boulangistes ont beaucoup utilisé ça pour dire, regardez, tous ces gens-là sont corrompus. Vous savez, il y a cette fameuse, là aussi, puisqu'on parlait de caricatures, les caricatures sont toujours très intéressantes à décortiquer, d'un des journaux boulangistes, où l'on voit le général Boulanger à l'assaut de la Bastille parlementaire. C'est la reprise de la Bastille, ça s'appelle. Oui, c'est pas dans la lanterne, c'est dans un autre des journaux, mais il faudrait que ça me revienne. Mon Alzheimer me tenaille. Mais donc vous avez donc le Gérald Boulanger qui tient un canon sur lequel est écrit suffrage universel et qui menace une nouvelle Bastille couronnée ou surmontée par les figures des grands républicains, Jules Ferry, il y avait plus Gambetta, mais il y a Clémenceau et les autres Floquet, peut-être, je me souviens plus très bien. Donc on voit très bien l'idée, hein, c'est qu'on a là une république qui est corrompue jusqu'à son sommet et qu'on va essayer d'abattre.
Et quand vous avez une affaire comme le scandale de Panama, évidemment, ça vous fournit une occasion fantastique de donner un petit coup, avec cette idée supplémentaire que cette République, non seulement elle est corrompue, mais elle est corrompue par les Juifs. Et vous avez le bouc émissaire idéal en la personne de Hertz, de Harton et de Jacques de Reynac. La deuxième chose que je voulais dire, qui a peu de rapport, c'est cette histoire de lobbying, justement, pour en revenir au cœur de l'ouvrage de Jean-Yves. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé, je le répète, sur le lobbyisme patronal, justement, des organisations patronales. C'est quand même le moment, on est alors là plus au début des années 1890, où sont en train de se structurer justement des organisations patronales, notamment le comité des forges de France dont j'ai déjà parlé, le comité des houillères aussi, et puis plus tard les armateurs, etc., et qui commencent à concevoir l'influence ou leur influence de manière systémique sur le pouvoir. Ça ne seront plus tel ou tel grand magnat des affaires ou son représentant qui va rencontrer tel ou tel ministre, tel député, tel président de commission. Il va y avoir des agents de ces comités qui vont de manière systématique sur tous les projets législatifs qui les concernent, qui vont intervenir, qui vont systématiquement intervenir. Alors ça ne va véritablement se mettre au point qu'à partir du début, on va dire à partir des années 1900, avec un personnage très emblématique qui s'appelait Robert Pinault, qui a été le lobbyiste en chef du comité des forges de France et de ce qu'on appelait l'Union des industries métallurgiques, qui était une nouvelle organisation qui gravitait autour du comité des forges de France. On y reviendra peut-être, j'en parlerai peut-être, mais en tout cas, vous avez quand même cette synchronie avec quelqu'un comme Cornelius Hertz, de ces organisations patronales qui envisagent maintenant d'influencer de manière systémique le personnel politique, avec des agents stipendiés pour ça, une organisation des secrétaires, ce qui n'existait pas auparavant. Le comité des forges de France, c'était les Schneider et les Lorrain, les Vindel, qui se réunissaient avec 2-3 autres grands patrons de l'industrie métallurgique. Ben, tiens, on va aller voir tel ou tel ministre parce qu'on n'est pas très content de cette mesure, de cette réforme sociale. Là, vous avez quelque chose qui se structure et ça se passe au moment justement où Cornelius Hertz est le principal agent d'influence de la compagnie de Panama. Donc, il y a tout un moment là, et qui tient justement à cette nouvelle phase de l'industrialisation, la naissance de nouvelles énergies, etc. Et on a donc une nécessité presque... Alors, autre raison d'ailleurs très, très importante et que j'allais oublier, c'est que face à cette urgence ou cet impératif du lobbying pour les organisations patronales, il y a un mouvement social qui est en train de se structurer. Vous allez avoir la Confédération générale du travail en 1895, les premiers groupes socialistes qui se structurent. Il y a un mouvement social qui est en train d'influer sur le pouvoir politique. Donc, il faut que les patrons se défendent. Et donc, on voit très bien dans ce moment-là comment apparaît ce besoin, j'allais dire, de lobbying. Alors, pour aller dans le même sens, rappelons que la loi sur les syndicats, c'est 1884, donc avant la création de la CGT, etc. Mais en fait, elle va être d'abord employée par les agriculteurs, cette loi, en termes de lobbying. Et finalement, le premier lobbying, il est agricole. Hein. C'est ce qu'on a appelé la création de la rue d'Athènes, puis du Faubourg Saint-Germain. Alors, c'est l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Le Faubourg Saint-Germain, c'est républicain, les agriculteurs républicains. Et la rue d'Athènes, c'est les agriculteurs conservateurs, mais ce sont les premiers à mettre en place une stratégie de lobbying du type de celle que vient de décrire Jean Garrigue, c'est-à-dire avec de l'expertise, où on passe en fait on pourrait dire d'une influence de l'hôtel, c'est-à-dire l'hôtel particulier où on reçoit les gens dans des soirées, etc., à une influence qui est institutionnalisée dans des structures qui sont dédiées à ça. Et du coup, c'est intéressant de voir, est-ce que le terme de lobbyisme, il a été employé dans les vocabulaires français. Là, vous connaissez peut-être l'outil Ngram Viewer, c'est un peu approximatif. Hein. Et là, sur 1800-2000, on voit bien que le terme de lobby est rentré dans le français courant, mais simplement à partir de la Première Guerre mondiale. De la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Alors, il faut zoomer un petit peu, et quand on zoome sur la période 1860-1913, on voit bien effectivement qu'il y a le terme lobby qui peut être employé, mais on a un problème qui est la qualité de la reconnaissance des caractères
Hein, alors on a une croissance entre 1870 et 1900, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a un problème de qualité de reconnaissance des caractères. Alors on peut les regarder sur un outil qui est plus précis, qui est RetroNews, qui est la base constituée à partir des journaux numérisés des collections de la Bibliothèque nationale de France, et qui permet d'étudier en fait ces termes. Donc sur le lobbyisme, il n'y a pas grand-chose, sur le lobby un peu plus. Et donc on peut avoir là encore le sentiment, en regardant bien, qu'il y a un pic juste avant 1890, donc ça collerait bien. Vous voyez, c'est les années 1884-86, on se dit « Ah, bah chouette, ça y est, j'ai trouvé ». Alors, je suis allé regarder, j'ai resserré, etc. J'arrive à 140 occurrences du terme de lobby, et ben presque tous, c'est derby, dobry, hobby, abri, etc. S'il y a des tas d'erreurs de reconnaissance de caractère, la technique nous trahit et nous donne des faux positifs. Hein, pour ceux qui ont suivi les aventures de Monsieur Raoult depuis quelque temps, vous savez tous ce que c'est dire qu'un faux positif. Et j'ai trouvé sur 140 articles sélectionnés, seulement 3 occurrences vraiment intéressantes, alors même qu'on trouve, en lisant la presse, ce terme plus fréquemment, qu'on trouve lobbyiste et loboïste, hein, par exemple, à l'époque, pour caractériser ça. Mais pour le retrouver de manière automatique dans le cadre de la constitution d'un corpus, indépendant des biais du chercheur, ben, on ne trouve pas grand-chose. Hein. Trois occurrences. Et donc, ça montre bien que le terme n'est quand même pas vraiment rentré dans le vocabulaire. Et on peut se demander, du coup, aussi quel est son rapport à la notion de travail. Dans le contexte français, le travail, c'est un instrument de légitimation. Okay ? C'est-à-dire qu'on est dans une culture du métier. Et pour qu'un travail existe, il faut qu'il existe en tant que métier. Et ce que fait Cornelius Hertz, c'est sans aucun doute du travail, mais c'est peut-être pas un métier. Et ça peut expliquer cette difficulté, cette invisibilisation. Et là, je vais vous proposer deux des extraits les plus significatifs. Et c'est pas moi qui vais les lire ou les commenter, mais je vais laisser à mes deux camarades. Jean, peut-être celui... tu le vois en gros là à gauche. Je vais prendre celui de gauche. Tu prends celui de gauche ? Ah oui, parce que Jean verra mieux de côté. D'accord, ok. Bon, mais tu prendras ma place. Hein. Donc, un extrait tiré du Réveil, journal Le Réveil, le 22 mai 1886. Monsieur Floquet, qui est en ce moment à Londres, a failli être victime d'une bien amusante méprise. C'était le jour de la discussion du Home Rule. Le président de la Chambre des députés traversait le lobby pour se rendre à la salle des séances. À ce moment, un policeman qui le suivait depuis quelque temps le toucha de son bâton d'ébène, lui enjoignant de le suivre. Il le prenait pour un dynamitard recherché depuis quelques jours. D'ailleurs, les policemen en voient partout. M. Floquet, ne sachant pas un mot d'anglais, ne savait comment expliquer à l'agent sa méprise. Heureusement, il fut aperçu par M. Peel, le frère du speaker, qui mit aussitôt fin à cette désagréable méprise. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'éléments très drôles qu'il faudrait commenter, mais c'est le terme de lobby qui nous intéresse. Parce qu'en effet, ce terme... Pardon, il faut que je rallume. Ce terme de lobbyisme, il vient d'un terme anglais banal. Hein, vous entrez à l'hôtel, vous passez par le lobby. Bon, dans les années 1830, en Grande-Bretagne, en Angleterre, on parlait de bourg pourri. Il avait fallu modifier la loi électorale. On achetait véritablement les électeurs. On passe aux États-Unis au moment de la guerre de sécession. D'un point de vue très factuel, la Maison-Blanche à Washington, le siège du gouvernement, est incendié. Et donc, pendant un certain temps, le général Grant et son staff s'installent dans un hôtel. Et donc, dans le lobby de l'hôtel, c'est là qu'ils travaillent. Et c'est évidemment là que viennent ceux qui veulent lui vendre des mitrailleuses, des carabines Winchester, enfin tous les matériels dont a besoin un chef de guerre dans le cadre d'une guerre. Donc le terme prend... Alors, dans mon livre, j'ai reproduit une très belle caricature d'un journal américain des années 1880 où on voit un éléphant, donc évidemment un républicain, dont les poches débordent de sacs bourrés de dollars, et on voit autour de lui, évidemment, les chefs d'entreprise qui viennent lui proposer des projets de loi. Donc ça va très loin, c'est-à-dire que là, on est entré dans la technique, c'est-à-dire que l'entreprise, non seulement elle corrompt, mais elle rédige la loi, ce qui est un des problèmes très actuels.
Car il faut le savoir, en 2021, mais depuis déjà un certain temps, à Bruxelles comme à Paris, il y a des entreprises qui préparent les lois. Avant, c'était évidemment les parlementaires avec leur staff juridique qui préparaient ce travail. Il y a un rapport entre Floquet et Panama? Oui, le rapport entre Floquet et Panama, c'est que Floquet est accusé par la presse d'avoir reçu de l'argent parce qu'il n'avait pas assez de fonds secrets pour préparer les élections. Donc il est bien au cœur, effectivement, de la première approche en 1885-86 de la compagnie pour obtenir le vote de l'emprunt à l'eau. Non, mais juste, je vais rebondir aussi parce que il faut bien voir que beaucoup de ces hommes politiques pris la main dans le sac, les chécards de Panama, ne comprenaient pas ce qu'on leur reprochait. Nous, franchement, on a soutenu un projet qui nous paraissait bon pour la France. C'est assez normal que, puisqu'on s'est investi, on nous donne soit des actions, soit de l'argent pour nous récompenser. Et même, je crois que c'est Rouvier qui disait... Voilà, moi j'ai servi la France, on me rendra justice. Bon, c'est ce que j'ai fait là, c'est quelque chose. Je pense même qu'il parlait de financement électoral, c'est-à-dire que bon, ça avait servi à financer les républicains. Alors, mais le terme qu'il emploie devant ses collègues députés est quand même très ambigu. Oui. Et je pourrais dire, en vous regardant dans les yeux, que le chiffre de ma fortune ne s'est pas accru anormalement. Alors ça, moi j'ai travaillé spécifiquement sur lui. Alors Maurice Rouvier, pour le situer, grand personnage de la Troisième République, plusieurs fois ministre, il va être président du Conseil au moment de la séparation des Églises et de l'État. C'est quelqu'un qui commence comme commis, petit employé dans une maison de commerce marseillaise dans les années 1870, puis il se lance dans la politique, d'ailleurs dans l'orbite de Gambetta et d'autres. Et quand il termine sa carrière, la veille de la Première Guerre mondiale, il est multimillionnaire. C'est-à-dire qu'il a un hôtel particulier à Neuilly, un château en province, une maison sur la Côte d'Azur, une écurie de course. Enfin, donc on se dit, là, il y a un problème. Et quand on regarde un peu les archives, on s'aperçoit qu'à plusieurs reprises, les archives de police notamment, de la sûreté, qui disent, bon, là, dans cette affaire, on a bien l'impression qu'il y a eu quand même un délit d'initié, du clientélisme, de l'affairisme, et que M. Rouvier, alors dans le scandale de Panama, mais dans d'autres scandales de ce type, était très impliqué. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce personnage, dont tout le monde savait qu'il était un affairiste notoire et un corrompu notoire, finalement reste une des personnalités emblématiques de son époque et très respecté, et surtout très respecté par les milieux d'affaires. Il y a un moment, je ne sais plus en quelle année, où il est malade, et la bourse s'affole. Parce qu'il était à ce moment-là ministre des Finances, la bourse est complètement affolée. Attention, Monsieur Rouvier, c'est le seul qui nous comprend, c'est le seul qui sait faire tourner la machine économique, et tout le monde était affolé par la maladie de Maurice Rouvier. Heureusement, il s'en est remis, il a continué à prospérer. Bon, je fais juste une parenthèse pour dire qu'on aimerait bien, mais là c'est vers Patrice que je me tourne, parce que c'est lui qui est le plus jeune de nous trois et qui a encore des étudiants, on aimerait bien avoir une véritable biographie de Maurice Rouvier, et j'ajouterai d'un autre homme que j'en connais bien, d'Adrien Hébrard, le patron du Temps, l'ancêtre du Monde, et le patron du journal des travaux publics. Lui, alors carrément, il prenait 10%, ou plus exactement, il demandait, notamment à Gustave Eiffel et à son entreprise, 10%, il y avait 5% qui allaient à Hébrard et 3% qui allaient à d'autres intermédiaires, dont Cornelius Hertz. Lui, il a fait léguer ses archives au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale par sa fille. Je les ai regardés un peu, il n'y a malheureusement pas ce qu'on aimerait y trouver, mais il faudrait véritablement avoir un travail scientifique, rigoureux, pour montrer concrètement comment ça passait entreprise par entreprise. Mais ça, je le répète, c'est vers nos jeunes collègues que je... Mais Maurice Rouvier, il y avait eu je crois, un début de travail sur la direction de Jean-Marie Mayer, il me semble, mais je pense que ça s'est arrêté, et c'est bien dommage. Mais moi, je n'ai pas dit non plus mon dernier mot pour Maurice Rouvier. On ne sait pas. Non, mais bon. En tant que jeune étudiant. En tant que jeune étudiant, et en tant que débutant. Mais alors, tu voulais que je lise ça? Où est-ce que tu veux que je commence? Toutefois, il importe de ne pas confondre. Toutefois, il importe de ne pas confondre le lobbyisme avec la corruption, même tel que Tocqueville la signalait dès 1839 et en montrait les deux éléments. Voler le trésor public, petit 1, petit 2, vendre les faveurs de l'État.
Qu'est-ce donc qu'un lobbyiste ? Expose l'auteur du Voyage au pays des dollars. La réponse est vraiment amusante. C'est un homme qui travaille à faire passer des lois, qui parle en faveur de ces lois partout où il se trouve, qui s'efforce d'influencer la législature en leur faveur, en argumentant avec les membres, puis séparément, et qui fait tout cela pour de l'argent, parbleu, car il n'est intéressé que dans le sort des lois pour lesquelles il reçoit de l'argent. En d'autres termes, le lobbyiste plaide selon qu'on le paye, pour ou contre le projet de loi, absolument comme l'avocat plaide selon qu'il est payé par le plaignant ou le défendeur. Ce n'est pas tout à fait le type de ce personnage presque énigmatique qu'on appelle Arton dans le drame du Panama, mais il s'en rapproche, car tout agent qui parle pour ou contre, pour de l'argent, est bien prêt d'en offrir, car il en reçoit. Je crois que je vais m'arrêter là. C'est assez évocateur. Mais ce que je voulais dire, c'est que en fait, cette influence systémique et cette rédaction des lois dont parlait Jean-Yves tout à l'heure, c'était précisément le travail de Robert Pinault. Robert Pinault, c'est un peu plus tard, on est dans les années 1900, Robert Pinault, pour le Comité des Forges de l'Union des industries métallurgiques et minières, a, de manière presque systématique, quand il y a un projet de loi qui peut concerner les industries minières ou métallurgiques, il prépare un projet de loi, un contre-projet de loi, il le soumet à la commission. Parfois, il est auditionné par les commissions, même très souvent, mais même quand il n'est pas auditionné, il va voir les ministres, il va voir les députés ou les sénateurs pour leur dire, voilà, c'est ça que je voudrais faire passer. Donc ça a commencé très tôt. Hein, Et là, on voit bien la mise en place de deux cultures très différentes. Aux États-Unis, le lobbyisme est une réalité parfaitement légale. La seule obligation du parlementaire, c'est dans ses déclarations d'impôts d'inscrire toutes les sommes qu'il a perçues. Par conséquent, un député ou un sénateur américain qui touche $1 million de Coca-Cola, ça ne pose aucun problème, à la seule condition, j'insiste, de bien inscrire sur sa feuille d'impôt qu'il a perçu $1 million ou 10 millions ou 50 millions, peu importe. Du moment qu'il a inscrit la somme, il n'y a pas de problème. Tandis que dans nos cultures à la française, évidemment, ça nous choque profondément. Autrement dit, le lobbyisme ne s'est pas implanté, et tu parles précisément de Pinault. Or, on voit bien que au moment des emprunts russes, là on est bien après le scandale de Panama, mais dans une sorte de rebondissement, eh bien, la France n'a jamais accepté ce lobbyisme qui était patent pendant toute la campagne d'une quinzaine d'années où la Russie tsariste voulait s'équiper en biens industriels et avait besoin, par le biais de la Bourse de Paris, d'actions et d'obligations. Lorsqu'est publié en 1923-1924 l'enquête de l'humanité qui publie la correspondance secrète du conseiller financier à Paris avec le ministre des Finances russe, ça va donner 10 ans plus tard le livre le livre publié par Boris Souvarine sous le nom de Arthur Rafalovitch, L'abominable vénalité de la presse. On voit bien que le lobbyisme ne s'est pas implanté au niveau d'une acceptation par la population. Qu'il soit devenu une réalité est un fait, mais il a basculé dans l'immoralité. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick. Je suis assez d'accord, et l'article qui est là montrait bien ces contradictions. Donc là, ce journal, c'est L'Économiste français de Paul Leroy-Beaulieu. C'est le premier journal sérieux à avoir dénoncé les mensonges de Panama, non pas en termes de corruption, mais en termes de conduite industrielle des affaires. C'est le premier à avoir dit, voilà, les illusions de Panama, c'est les mêmes que les illusions du Mississippi en 1719. Et d'ailleurs, c'est un parallèle assez intéressant de passer des marais de la Louisiane au marécage de Panama. Et pourtant, dans cet article, vous voyez qu'il y a, on met côte à côte des éléments qui sont en contradiction. C'est-à-dire que c'est présenté d'emblée comme un instrument de la corruption. Après, on nous explique que non, c'est pas ça, c'est un homme qui fait des lois. Et enfin, qui fait des lois pour de l'argent, ce qui, dans un contexte français de l'époque, est très intéressant parce que il faut bien voir que nos assemblées parlementaires sont peuplées d'avocats ou de gens qui ont une formation juridique. Et c'est un argument massif contre la régulation des activités de lobbyisme, c'est-à-dire que les parlementaires ont peur qu'on leur interdise ces à-côtés professionnels qui leur permettent de vivre d'un métier qui n'est pas suffisamment rémunéré à leurs yeux ou de couvrir leur campagne électorale, c'est-à-dire d'être des conseils pour les entreprises. Or, leur valeur en tant que conseil, donc conseiller juridique, avocat ou conseiller juridique, pour les entreprises, c'est justement parce qu'ils sont à la fois avocats
et parlementaire. Donc on est dans une forme d'autolobbyisme là. Hein, okay, et donc la mise en œuvre légale de la séparation des deux fonctions n'a lieu en France que par une loi de 1928. Et il faut en 1931 un rappel à la loi du Sénat lui-même pour qu'on se dise qu'il faudrait peut-être commencer à appliquer la loi, ce qui n'est pas le cas. Or, qui est-ce qui est derrière la rédaction de cette loi de 1928? C'est Delahaye et le frère, qui reprend texto le premier texte de loi déposé par Delahaye en 94 ou 95, et qui en réclame encore l'application en 1938. On est dans des phénomènes là de continuité à la fois patrimoniale, personnelle, des concepts moraux et des règles juridiques. C'est tout à fait fascinant. Donc il y a quelque chose d'autre que du politique là derrière ça. Voilà. Et... Oui, on va se taire, on va vous laisser parler. Il y a plusieurs réponses et je n'en ferai qu'une première partielle et factuelle. Jean Garrigue a évoqué le scandale des décorations. Il n'y avait pas de loi punissant le trafic des décorations. Donc, un an plus tard, en 1889, le Parlement français, les deux chambres, ont voté une loi. Désormais, le trafic d'influence est interdit depuis 1889. Ça, c'est l'aspect purement factuel. Mais il y en a bien d'autres. Je laisse à mes collègues le soin de répondre. Le lobbyisme, si on prend l'exemple de la Troisième République jusqu'en 1940, le lobbyisme en tant que tel ne fait pas scandale. Il y a un certain nombre de scandales qui révèlent une proximité entre des escrocs. Je pense à Stavisky, par exemple, mais il y en a eu d'autres avant lui, ou Strick, une proximité entre des escrocs et des hommes politiques qui peuvent avoir une activité de lobbying qui était pour beaucoup des avocats conseils. Parce que c'était des gens qui étaient les conseillers financiers de ces escrocs et qui se chargeaient d'être les intermédiaires entre ces escrocs et des responsables publics pour négocier un certain nombre d'affaires ou obtenir des informations. Mais en tant que tel, on ne parle pas de lobbying dans ces années-là, on ne parle pas des lobbyistes. Même ce Robert Pinault dont je vous parlais tout à l'heure a un statut d'interlocuteur des pouvoirs publics, mais on ne le considère pas comme un lobbyiste. Et il peut se permettre, par exemple, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de publier un ouvrage qui s'appelle le Comité des forges au service de la France, je crois que c'était ça le titre, c'est à peu près ça, et dans lequel il présente son action comme une action patriotique en réalité. Parce que pendant la guerre, notamment, s'est créée une symbiose et une coordination et une coopération entre l'État et coordination forcée entre l'État et un certain nombre d'industriels de la métallurgie. Mais tout cela ne fait pas scandale, en tout cas jusqu'aux années 1945, si ce n'est qu'au moment de ces scandales financiers qui éclatent pour telle ou telle malversation, telle ou telle escroquerie, que ce soit Oustric ou Stavisky, la presse, par exemple, d'un côté les communistes, ou les socialistes d'ailleurs, mais le plus souvent les communistes, ou la presse d'extrême droite, dénonce ces collusions avec ces personnages. Mais pas en tant que structure de lobbying, pas en tant que pratique de lobbying systémique, me semble-t-il en tout cas. Le vrai problème qui est posé à la conscience publique aujourd'hui, je pense à l'affaire du Mediator, c'est le problème fondamental entre une information qui est souhaitable de la part des entreprises pour faire connaître
les produits, notamment dans le domaine médical, qu'elles élaborent dans leur laboratoire, qu'il faut bien faire connaître. Là, on est tous d'accord, il faut bien que les médecins connaissent, donc bénéficient d'une information. Mais si l'information est biaisée, c'est-à-dire si sur la base d'une réalité, d'un socle incontestable, on ajoute des éléments qui ne sont plus de l'information, mais de la publicité pour faciliter la prise de ces médicaments, on bascule dans un autre univers. Et le médecin, Irène Frachon, a été à la base de cette révélation. Je pense qu'en France, on est davantage sensible, mais il y a eu des affaires aux États-Unis, notamment contre le lobbying des milieux des cigarettiers américains. Là, l'opinion nord-américaine a basculé véritablement, a compris qu'on n'était plus dans le domaine de l'information, mais qu'on avait basculé dans le domaine des fake news. Oui, non, il vaut mieux une autre question. Mademoiselle. Oui, au sujet du fonctionnement concret des dispositifs justement qui permettent ces formes de lobbyisme, vous avez beaucoup parlé des milieux patronaux, des milieux financiers et de leur collusion avec, en l'occurrence avec la Chambre parlementaire. Qu'est-ce qu'il en est par exemple des groupements parlementaires pour la défense des intérêts de tel ou tel corps professionnel? Je pense par exemple au mouvement mutualiste, par exemple, au mouvement coopératif, par exemple, des consommateurs, qui font pression eux aussi, et qui, là, on va du tout cette envergure et ce réseau aussi personnel des grands patrons. Je le vois, par exemple, dans les archives pour les voyageurs de commerce, en fait, ils ont vraiment un groupe qu'ils constituent, et en fait, à chaque législature, ils contactent directement les députés. Il y a toujours des députés, alors là, pour le coup, ils sont plus radicaux-socialistes, hein, ils sont plus à gauche, on va dire. Il y a un enjeu électoral qui est par derrière ça. Et je ne sais pas si vous les avez croisés. Alors, en fait, ces là moi j'aurais. Alors, moi, j'avais dirigé il y a quelques années une histoire du Parlement, et je m'occupais évidemment de la période de la période de la Troisième République, et j'avais inventorié cette nuée de groupes d'études qui sont nés entre 1900 et 1914 à la Chambre des députés française sur des sujets de toute nature. Oui, on pourrait parler de la défense des animaux, de tel ou tel intérêt corporatif ou socio-professionnel. Il y en a des dizaines et des dizaines, et qui sont des structures d'ouverture au lobbying, justement, parce que ce sont des députés ou des sénateurs qui font partie de ces groupes d'études, explicitement tournés vers la défense de tel ou tel intérêt. D'ailleurs, ça c'était, comment dire, l'origine de ça, c'était tous les groupes liés à l'expansion coloniale. Qui sont apparus dans les années 1892-1893, où autour du comité de l'Asie, du comité de l'Afrique, etc., s'est structuré, alors là, un groupe parlementaire colonial en 1892, avec un député qui s'appelait Eugène Étienne, et puis au Sénat, pareil, un groupe colonial du Sénat en 1898, qui était sous la houlette de Jules Siegfried. Donc vous avez une infinité comme ça, mais des dizaines et des dizaines de groupes d'études, de groupes d'intérêt, qui sont manifestement des structures, oui, d'accueil du lobbying, en fait. Et ça se structure au moment de cette forme de pré-professionnalisation de la fonction parlementaire dans les années 1900. Dans cette histoire du Parlement, là, enfin, c'est pas pour faire de la publicité, on peut le trouver dans les bibliothèques, mais j'en donne une liste, mais qui n'est pas exhaustive, parce que c'est vraiment un phénomène très, 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 très important. Donc ça a commencé très tôt. Oui, juste une précision, il faut distinguer aussi cette espèce d'ouverture au lobbyisme interne au Parlement, oui, et puis le problème des rapports entre groupes de pression externes, oui, et notamment la question de la profondeur des poches. Et le phénomène de la rédaction de lois par des groupes, notamment des groupes d'intérêt agricoles ou ouvriers, ça existe depuis longtemps. On peut même penser, dans certains cas, où l'État va déléguer, où le gouvernement va déléguer la rédaction de la loi, parfois pour des motifs très légitimes. Par exemple, lorsqu'il s'agit de réparer les dommages de guerre après la Première Guerre mondiale, une partie de la rédaction de la loi, elle est déléguée à des groupes privés. Et c'est jugé comme très légitime. Donc, en fait, c'est un éventail immense, et c'est un des problèmes. Voilà. Il y avait une question là-bas. Non ? Oui ? Quelles étaient les formes prises par le lobbyisme? Est-ce que c'est seulement des financements
aussi un peu comme aujourd'hui une expertise apportée. Oui. Alors, en tout cas, moi, pour ce que j'ai regardé un peu pour Robert Pinault, et il y a eu un Allemand qui avait travaillé là-dessus, oui, c'est même presque la majeure partie du lobbying se fait sous le sceau de l'expertise. Je veux dire, nous sommes des patrons, nous sommes des spécialistes de telle ou telle question, on sait comment gérer une entreprise, quels sont les débouchés, quels sont comment dire, on peut évaluer la protection douanière qui nous est nécessaire, ou le temps de travail nécessaire pour nous. Donc nous sommes en capacité de vous donner ces conseils techniques qui passent par le truchement des... Mais très souvent, opposition de droite se structure face aux réformes socialistes, enfin au premier septennat de François Mitterrand, des liens extrêmement étroits s'étaient créés entre des groupes d'études du patronat français et notamment d'une structure qui s'appelait, je vais l'avoir oublié aussi, avec une structure qui regroupait les 20 plus grandes entreprises françaises qui étaient dirigées par Ambroise Roux. Alors c'était pas le CNPF de l'époque, qui est devenu MEDEF, c'était cette structure des plus grandes sociétés françaises, elle va me revenir, et en tout cas c'était Ambroise Roux qui était à sa tête, qui était un grand patron, etc., qui avait été d'ailleurs dans les cabinets ministériels, et bref, les projets de loi ou d'amendements hostiles aux réformes, et notamment à la loi Auroux, sur les nouvelles conditions de travail, sur la réorganisation du monde du travail, eh bien, toutes ces lois étaient confectionnées dans un dialogue permanent entre les experts du patronat et les députés, experts aussi, ou au moins des gens comme François Daubert, par exemple, de l'opposition aux socialistes. Donc c'était, vous voyez, à quel point l'expertise, là, jouait un rôle politique. On pense même, on pourrait dire que l'opposition politique dans cette période-là, elle s'est structurée autour des experts de la droite. Et c'est ce qui a conduit ensuite à toutes les lois de dénationalisation qui ont suivi après 86. Mais on peut aussi trouver des exemples très intéressants où l'expertise est un leurre. Comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des leurres de tanks pour faire croire aux Allemands que le débarquement aurait lieu du côté de Dunkerque. J'en ai trouvé un magnifique exemple dans les archives Hachette, un dossier qui aurait dû être détruit. Alors ça m'a valu d'ailleurs une inimitié de mes amis en me disant comment toi, un homme de gauche, tu oses révéler des choses aussi abominables. Eh bien oui, je m'explique. François Mitterrand, dès la Libération, a des liens très particuliers, un peu incestueux, avec le groupe Hachette. Et en 1965, sa campagne électorale pour les présidentielles est payée par les nouvelles messageries de la presse parisienne. Sa campagne pour les législatives en 1967 est payée par les NMPP. J'ai retrouvé la pochette avec études documentaires et le salaire que François Mitterrand touchait tous les mois de la part des NMPP, l'équivalent de 5 000 € aujourd'hui. Évidemment, au NMPP, j'ai poursuivi mon enquête, on n'a jamais trouvé le moindre rapport envoyé par François Mitterrand qui aurait justifié. Donc on avait bien affaire à une expertise, les notes documentaires, sauf que c'était un véritable leurre. Alors, j'ajouterais, mais je suis méchante langue, seulement je fais mon métier d'historien. Dans le programme commun de la gauche, en 1972, dans la troisième partie, était prévue la nationalisation des messageries Hachette. Et dans les 110 propositions du candidat François Mitterrand en 1981, elles avaient disparu et comme vous le savez, elles n'ont jamais été nationalisées.
Dernière slide, c'est un travail qui est fait notamment par Hypotis, c'est cette distinction entre scandale par et scandale pour. Et quand on a un scandale, en fait, on ne distingue pas les deux en général. Et ça pose un problème. Et puis quand on a parlé tous ils n'ont pas conscience du problème, c'est pas au sens freudien. C'est-à-dire que c'est pas une conscience d'eux. Évidemment qu'il y a un problème, sinon ils n'auraient pas besoin de se justifier. Donc ça montre qu'il y a un problème de justification, mais il y a des systèmes de justification qui sont contradictoires et qui vont jouer là-dessus, en fait. Et c'est parce que ces systèmes de justification sont contradictoires qu'on n'a jamais pu vider l'abcès de qu'est-ce que c'est que le lobbyisme, et en particulier de distinguer entre la dimension financière du lobbyisme et sa dimension de conseil et d'analyse. Et si on regarde, par exemple, la plupart des organismes écologiques ou qui s'intéressent à la santé humaine, leur travail principal, ou je sais pas moi, Human Rights Watch, c'est du lobbyisme au sens pur du terme. D'accord ? Donc là, c'est d'abord un problème de définition. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de définition, on reste dans cette confusion que vous évoquez, qui fait que n'importe quel phénomène d'influence peut être à la source d'un scandale. Mais si on se place sur le terrain de la morale, on va peut-être terminer par là. Au fond, les choses peuvent être relativement simples. Si le parlementaire, donc qui perçoit une indemnité parce qu'il est un élu du peuple, s'il a l'intime conviction qu'il reçoit une information de la part des milieux économiques, industriels ou financiers, ça ne me paraît pas poser de problème. S'il a l'intime conviction. Si en revanche, il a le moindre doute, à mon sens, il ne doit pas appuyer ce type de mesure. Mais vous voyez bien, l'intime conviction, ça relève de l'éthique de chacun. Vous avez probablement des députés qui ont une haute conscience morale, quelle que soit leur appartenance politique, à droite ou à gauche, et puis d'autres qui l'ont beaucoup plus élastique. Donc ce sera un problème, me semble-t-il, éternel des démocraties. Juste rajouter qu'un effort de régulation est fait, en tout cas au niveau du lobbyisme direct auprès des assemblées, dans le sens où doivent se signaler tout représentant de lobby se présentant dans les assemblées, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire que c'était porte ouverte. Mais ça n'empêchera pas toutes les formes de lobbying plus ou moins occultes, surtout dans l'ère du numérique. Enfin, mais donc, on en revient toujours effectivement à l'éthique de l'homme public, hein, enfin, à l'éthique du décideur public. Hein. C'est à un moment donné, c'est toujours à ça qu'on en revient. Et pensez au groupe parlementaire sur les amitiés franco-russes, qui est un cas emblématique de lobbyisme et de trafic d'influence, sans qu'il y ait d'éléments financiers objectivables. Ces gens n'ont pas été payés, mais ils se sont livrés à un trafic d'influence et de décoration d'arrêté du régime de Vladimir Poutine, qui est moralement difficilement défendable. Ce qu'il faut terminer, je vais terminer sur une sorte de boutade, parce que ça me rappelle l'époque, un peu après 1968, où il y avait à Paris un de nos collègues étudiants qui était le représentant de Radio Tirana. Depuis, il a beaucoup changé. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ramené...